si ces cas-là sont repérés, est-ce qu'on peut les sanctionner? Est-ce qu'on a d'autres moyens qu'un texte sur l'instruction en famille, par exemple, pour y faire face? Et par ailleurs, sur la laïcité, le côté enseignant fait que, vous le savez, un enseignant sur deux à peu près, hein, selon un sondage, il y a toujours des marges d'erreur, un enseignant sur deux s'est auto-censuré sur des pratiques pédagogiques. Ça en dit long sur la peur qui a gagné petit à petit le corps professoral. Certains ont au moins observé une forme de contestation pour des motifs religieux à l'intérieur même de leur salle de cours, donc pour leur liberté pédagogique qui est largement entamée. Donc, est-ce que le vade-mecum apporte une partie de la réponse à ces dérives? Est-ce que la loi qui est en préparation va permettre d'enfoncer le clou, si je puis dire, et d'ancrer dans le marbre une répression de ces dérives? Et si je peux me permettre une petite parenthèse sur le sport, vous avez dit que vous allez vous attaquer à un vade-mecum sur le sport. J'ai vraiment envie de vous souhaiter bon courage, parce que là aussi, c'est un chantier absolument démentiel quand on sait l'ampleur des infrastructures qui sont utilisées, publiques-privées, qui sont utilisées pour la pratique du sport. Je vous souhaite vraiment du bon courage, mais je serais curieux d'avoir le résultat de vos travaux dans quelques mois. Merci. Merci, monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Ma question sera très courte. Madame, vous avez indiqué que vous avez exprimé un regret concernant la suppression de l'instruction à domicile portée par l'article 21 de ce projet de loi, et vous l'avez dit 2 fois. Et vous avez ensuite indiqué, un peu à regret, que la situation actuelle le justifiait. Mais vous avez donné un exemple qui concernait une cour de récréation, c'est-à-dire une cour d'école. Donc, pouvez-vous quantifier ce que le gouvernement n'a pas pu faire jusqu'à présent lors des débats de l'Assemblée nationale? Pouvez-vous nous dire en quoi, pour reprendre votre expression, pour lutter contre l'islamisme, la suppression de l'instruction à domicile est une nécessité, comme vous l'avez indiqué? Merci, monsieur le président. Madame Jourda, si d'autres personnes veulent poser des questions ensuite, levez la main, on note vos noms, comme ça les choses avancent. Madame Jourda. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question quelque peu technique. On entend bien qu'il faut clarifier la question de la laïcité à l'école notamment et dans le milieu du sport. Il existe aujourd'hui des vade-mecum et des guides qui sont édités par l'Observatoire de la laïcité. Sauf erreur. Oui, bonjour. Merci. Vous m'entendez bien? Très bien. Après, donc là, c'est pas la première audition qu'on a. On entend souvent un certain nombre d'exemples là qui veulent nous montrer une dérive qu'il faut combattre et ce texte est fait pour ça. Mais je voulais revenir sur une question que Max Brisson a posée et que vous n'avez pas forcément adressée. Ce texte, il tape assez large, il remet en cause un certain nombre d'équilibres, notamment sur l'instruction en famille. Et vous avez redit là dans votre réponse ensuite que les filles ne sont plus instruites. Je trouve ça un peu compliqué, et le Conseil d'État le trouvait aussi, quand on ne donne pas de chiffres ou de tendances vraiment claires, de pouvoir taper aussi fort sur un équilibre qu'on avait trouvé dans l'instruction libre, sans avoir de données quantifiées. Est-ce que le Conseil des sages de la laïcité produit un certain nombre de données un peu plus quantitatives qui nous permettraient un peu de savoir si ce texte est une réponse proportionnée à une vraie tendance ou si on tape très large et on risque de bouleverser un certain nombre d'équilibres dans notre éducation? Merci. Jean-Raymond Hugonet. Merci, Président. Ce qu'il y a d'intéressant dans tout cela, et merci, Madame, de l'éclairage que vous portez aujourd'hui, c'est qu'on parle beaucoup plus du fond, c'est-à-dire de la laïcité, plutôt que du texte qui nous est présenté. Et pour ma part, je goûte peu la législation d'émotion, et ce texte est une législation d'émotion. Alors en revanche, en termes de laïcité, la loi de 1905, quand on est arrivé à ce compromis, je note d'ailleurs au passage, en ayant regardé un petit peu les choses, que le Sénat ne s'était pas prononcé à l'époque. Et pourtant, quand il y a des débats
très très profond, le Sénat est souvent un équilibre, ou en tout cas arrive à confectionner cet équilibre. Si on parle de laïcité, moi il y a quelqu'un, alors je ne vais pas dire que c'est ma Bible, mais il y a un ouvrage remarquable qui s'appelle « Le dictionnaire amoureux de la laïcité » d'Henri Pénard-Ruiz, le philosophe, qui ne fait pas partie, étrangement, de ce Conseil des sages de la laïcité, dont il serait intéressant de savoir, madame, comment justement la composition a été faite, puisque par les temps qui courent, les comités, les conseils se multiplient sans qu'on sache exactement comment sont désignés les membres. Et il dit quelque chose, et c'est ma question, il dit quelque chose de tout à fait pertinent. Les religions ne sont pas dangereuses si elles n'engagent que les croyants. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Elles le deviennent si elles prétendent à nouveau dicter la loi commune. Ne pensez-vous pas que le texte qui nous arrive n'est pas justement un retournement de tout cela? Et on fait une dernière. Voilà, madame. Une série de questions denses, on va dire. Oui, enfin, et très, très différentes. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Il y a beaucoup de choses. Et dans les deux citations, si je me permets, je me suis rendu compte dans la deuxième citation que j'avais mal utilisé le terme de communautarisme. Et je voulais dire communautaire en l'occasion. Donc, je vais me hâter d'aller me corriger moi-même en vous écoutant. Mais je vous remercie beaucoup de ce que vous avez dit. Je pense fondamentalement, je pense comme vous, que la laïcité est un héritage des Lumières, que c'était, disons, la tradition de gauche républicaine, et qu'actuellement, la gauche se divise entre ceux qui maintiennent ou qui prolongent, tout en la réinterprétant, cette tradition, et ceux qui font de l'identitarisme, et que c'est une des expressions de la crise de la pensée de gauche. Alors, le rôle de ce que les Américains ont appelé la Friend Theory, c'est-à-dire la déconstruction, qui du coup nous revient des États-Unis alors qu'ils l'ont emprunté à la France, enfin et qui en tout cas remet en question tout l'héritage des Lumières. Et fondamentalement, je crois que d'un point de vue politique, c'est l'héritage des Lumières qui est à la fois juste et utile. Et que la déconstruction, pour nous dire que tout est construction sociale et que de toute façon, oui, tout est construction sociale. Et alors? Et ce qu'il faut, c'est que la construction sociale soit à peu près convenable. Et c'est ce que donnent les Lumières. Donc, Alors, ce que je voulais dire par application souple, c'était l'exemple que je vous avais donné. On peut changer du jeudi au samedi parce que il y a 90% d'enfants juifs et donc c'est mieux. Ou bien on a, et d'ailleurs la République le fait, elle a une liste des fêtes qui sont susceptibles d'être accordées si le service n'est pas remis en question. C'est une application souple, au lieu de dire « je ne veux pas savoir ». Nos fêtes sont des fêtes héritées du christianisme avec leur contrepartie républicaine. On a Noël qui est hérité et le premier de l'an qui est bon. Mais en gros, c'est la tradition chrétienne. Et donc, les religions qui ont des fêtes différentes, les Chinois ont le chat ou je ne sais quoi, enfin, bon, ils manifestent dans les rues. Voilà, il ne faut pas trouver là que la laïcité est mise en question. Mais c'est ça que je voulais dire par application souple. C'est-à-dire qu'on garde le principe fondamental de la séparation du politique et du religieux, et puis on sait bien qu'en même temps, il y a une collaboration entre l'État religieusement neutre et les groupes religieux et les églises. Eh bien, il faut tenir compte dans la mesure où on peut, si ça ne remet pas en question les principes communs. Voilà, c'était ça mon idée d'application souple. Parce que régulièrement, quand je fais une conférence sur la laïcité, il y a quelqu'un pour me dire « la France n'est pas laïque parce qu'il y a la Moselle et l'Alsace ». Vous voyez, bon, je trouve qu'il faut respecter l'histoire qui font que la Moselle et l'Alsace... Bon, c'est ça ce que je signifie par application souple des principes de la laïcité. Alors, sur les questions de... Je n'ai pas de réponse sur le problème de l'article 26, ni le rapport de l'article 6 et 33. Je m'en excuse auprès... Non, je crois que c'était une dame qui parlait. Oui.
Ah bon, allez, enfin, bon, je ne peux pas répondre parce que je ne suis pas assez compétente, je n'ai pas examiné le texte d'assez près pour pouvoir donner une réponse qui soit fondée. En revanche, sur l'idée qu'il y a une laïcité soit ouverte, soit fermée, soit généreuse, soit raide, etc., me paraît absurde. La laïcité, c'est les données que nous avons explicitées ensemble et qui a été citée. Et introduire un adjectif me paraît contraire à ce qu'est la laïcité en elle-même. Donc je vous suis absolument. Reste, s'agissant des modalités d'application, sur l'enseignement en famille, beaucoup sera fait dans les modalités d'application, c'est-à-dire que il y aura une autorisation préalable et contrôle. Il faut le faire de façon intelligente, quoi. C'est simplement ce que je voulais dire. Alors, le séparatisme